Face à la crise au Niger, il est important à souligner le président de la CEDEAO que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue. Building upon the commitment made during our first extraordinary summit on the great political crisis befalling our sister nation. During that initial meeting, we voiced our solidarity with the people of Niger and their democratically elected president, His Excellency Mohamed Bazoum, by condemning the military takeover and the unjust detention of their democratically elected president and other officials. Au terme des travaux, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné l'activation de sa force d'intervention. Toutefois, elle a réitéré qu'elle privilégie une résolution pacifique de la crise. Le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là, aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force n'auront pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice du pouvoir dans nos communautés. La suffisance des acteurs est l'élément capital de la contribution. Une autre contribution donc des sociétés coopératives, c'est que ces sociétés coopératives aujourd'hui, dans l'animation donc de ces organisations, permettent aux acteurs individuels qui produisent sur les exploitations de rentrer dans leurs revenus et jouer un rôle essentiel également dans les recettes au niveau national, notamment au niveau du PIB, pour pouvoir accroître la richesse de notre pays. Pour les producteurs, les petits producteurs, ils ont besoin de lever des crédits intrants.
ils ont besoin d'avoir un certain nombre de facteurs de position. Les coopératives qui sont bien organisées, qui ont monté des plans d'affaires auprès des banques, arrivent à faciliter donc ces interrelations entre les banques et leurs producteurs agricoles. L'attestation d'inscription au registre des OPA et l'attestation de bonne gouvernance constituent désormais des documents préalables à un appui public d'une OPA. Le second arrêté fixe les critères de représentativité des OPA et permet de régler les problèmes d'interlocuteurs multiples et se prévalant de respecter les acteurs au sein d'une même famille. Il est mis en place un outil d'évaluation périodique des OPA. En prélude à l'organisation de la cérémonie, il a été organisé les vendredis des coopératives. À cet effet, chaque vendredi du mois de juillet a été marqué par un webinaire sur une thématique précise. Les coopératives ont une très grande importance en ceci que ça contribue véritablement au développement de l'économie locale dans tous nos communes et départements. C'est d'abord un creuset de regroupement de personnes exerçant la même activité et qui se mettent ensemble, qui réfléchissent quotidiennement sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, sans compter forcément sur des partenaires, essaient de trouver quotidiennement des solutions à ces problèmes. Nous avons là l'occasion de lancer ce qui, dans notre esprit, est une occasion en or de faire la renaissance du Maracana au Bénin. Ce Maracan qui va se dérouler à Grand Popo est une parfaite occasion pour nous de relancer la dynamique du Maracana au Bénin qui commençait par s'essouffler après quelques années de crise et depuis la mise en place du CONOR. Donc c'était un cadeau que la Fédération internationale de Maracana faisait au Bénin en disant voilà, vous sortez d'une crise, ce serait bien que vous repartiez avec une activité internationale. Il s'agit entre autres de... Il va falloir de la vidéosurveillance à l'intérieur et aux abords du stade. Il va falloir de l'éclairage. Il va falloir une salle de retrait des officiels de la FIMA VIP. Il va falloir matérialiser les 2 terrains de compétition. Et il faut penser à la sonorisation et un Wi-Fi haut débit. Une infirmerie qui est très bien équipée, une ambulance médicalisée avec bloc opératoire, la mise en place d'un réseau avec les responsables de santé des pays participants. Et à l'avenir, on pense à réaliser l'âge osseux pour déterminer l'âge réel des compétiteurs. Je prends la parole ici, ce midi, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, pour vous transmettre ses félicitations et vous dire qu'elle aurait souhaité être en personne ici ce matin, mais qu'un voyage hors du territoire national l'en empêche. La vie en communauté est la caractéristique première de nos peuples. Elle salue l'engagement et le dynamisme de tous ceux qui, depuis 23 ans, se sont évertués à perpétuer cette fête. C'est également pour elle l'occasion d'exprimer la proximité du gouvernement de son Excellence, Monsieur Patrice Talon, qui par ses actions s'emploie à offrir aux populations de meilleures conditions de vie. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance félicite par ma voix le président du comité d'organisation et tous les membres du comité d'organisation. Toujours par ma voix, elle vous souhaite de très belles retrouvailles. Et en votre qualité de premier occupant, vous avez la responsabilité de faire de notre ville une vitrine. Monsieur le ministre maire, soyez assuré que nous connaissons la qualité
de nos frères, de nos amis, Kula Setor, que nous administrons avec la plus grande attention, la plus grande gentillesse et le plus grand amour. Parce que, autochtones, premiers occupants ou pas, beaucoup de gens savent ici que vous êtes peut-être majoritaires. Et quand on est majoritaire, on est soigné. Dans un pays où le président s'occupe aussi et surtout des minoritaires. Je voudrais partager ma fraternité avec vous en disant peut-être que là où le bas blesse, c'est que vous êtes trop côtiers, insulaires, vous restez trop près des berges lagunaires. Cotonou se construit à l'intérieur, sortez. Ne cachez pas la flamme des Kula Setor, faites-la luire en plein cœur de Cotonou et reprenez votre place dans la cité. C'est à cela que, aux côtés du président Patrice Talon, nous travaillons afin que toutes les communautés et toutes les valeurs se révèlent. Donc, mes frères Kula Setor, je ne vais pas être plus long. Révélez-vous et permettez qu'on vous révèle davantage. Une file d'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination. Le Bénin ayant fermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, l'assurance là c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi, les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Franchir la frontière et livrer la marchandise, c'est tout ce que souhaitent les transporteurs. Mais une perspective encore lointaine, le dialogue étant presque rompu entre la junte nigérienne et la CEDEAO. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc, on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos bagages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement, comme il se doit. Combien de temps ces véhicules resteront-ils encore bloqués à la frontière? Difficile de le dire, alors que l'idée d'une intervention militaire à Niamey fait du chemin. Les habitants de la capitale nigériane Niamey ont appelé à la paix alors que la tension continuait de monter entre le nouveau régime militaire et la CEDEAO qui a ordonné le déploiement de troupes pour intervenir au Niger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils vont attaquer le palais présidentiel du Niger pour sauver Bazoum? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le président en vie aussi? Il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, je pense qu'ils seront obligés de venir négocier avec la junte au pouvoir au Niger. En tant que Nigériens, nous n'attendons pas l'intervention de la CEDEAO. Nous n'acceptons pas qu'une organisation africaine vienne nous attaquer de cette manière. Ce n'est pas la meilleure solution. Nous vivons ici en paix, mais nous ne sommes pas contents de la situation en cours. Malgré les restrictions des libertés, le coup d'État est salué par de nombreux Nigériens. Oui, nous, on est d'accord vraiment avec le coup d'État. 100%. On veut la paix dans notre pays. Tout celui qui est devant nous, on veut la paix. C'est ça notre objectif. La réunion sur le déploiement d'une force d'intervention de la CEDEAO prévue ce samedi a été reportée. Sécuritaire. Une délégation des militaires au pouvoir au Niger était samedi à Conakry. But de la manœuvre, remercier le président de la transition guinéenne pour son soutien au coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Il est question ici de montrer la gratitude du CNSP et de tout le peuple nigérien pour la solidarité et le soutien indéfectible. À travers, dans un premier temps, la déclaration du 31 juillet du CNRD suite aux événements que vous connaissez. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains,
Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Et ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution à nos problèmes. Notre position, elle est claire. C'est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples. Fin juillet, Conakry s'était opposé aux sanctions contre le Niger décidées par la CEDEAO. Des supporters d'Ali Bongo Ondimba rassurés après le lancement samedi dans la commune de Wendo de la campagne de leur candidat à l'élection présidentielle du 26 août au Gabon. Le président sortant, 64 ans, qui brigue un troisième mandat à la tête du pays, doit affronter 18 candidats lors de ce scrutin à un tour. Il avait succédé à son père, Omar Bongo Ondimba, en 2009. Alors au-delà des réformes sociales, l'amélioration de la classe jeunesse, et la prise en compte des familles, la prise en compte des ménages, la prise en compte des jeunes, je pense que depuis un moment, jusqu'à quand on a suivi les 52 minutes pour convaincre, on n'a pas eu un discours aussi franc, un discours aussi honnête, un discours aussi direct comme celui du candidat Ali Bongo Ondimba. J'ai l'impression que pour cette idée, il y a même un plagiat de notre programme de société. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, les pédégistes convaincus comme moi sont venus apporter un soutien massif à leur choix indéfectible, notamment le président Ali Bongo Ondimba. Mais le candidat du Parti démocratique gabonais est au centre de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays, alors qu'il traîne encore les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. Aux Comores, alors que le parti au pouvoir se réunissait pour nommer un nouveau secrétaire général ce week-end, beaucoup pensaient que le poste reviendrait à Nour Al-Fath Azali, le fils du président comorien. Actuellement conseiller privé de son père, Azali, 39 ans, semblait prêt à assumer un rôle plus important. En tout cas, je ne suis pas candidat pour quoi que ce soit, donc je crois que il y a beaucoup qui ont plus d'expérience que moi, beaucoup qui ont compris plus que moi. Donc c'est aux adhérents du parti, c'est aux adhérents, c'est à la population de me juger. Le CRC a finalement confié un nouveau mandat au secrétaire sortant Youssoufa Mohamed Ali. Pour l'opposition, cela n'exclut pas une future arrivée au pouvoir du jeune et ambitieux fils du président, qui prend de plus en plus de place sur la scène politique comorienne. À mon sens, quand tu es conseiller spécial du président de la République, il n'y a aucune façon d'être exposé, en tout cas, en face des Comoriens. Donc moi je me demande quel rôle joue Fatou aujourd'hui au sein du gouvernement et au sein du CRC, personne ne sait. Le président Assoumani, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 1999, devrait briguer un nouveau mandat l'année prochaine. Azali jouit d'une présence publique croissante, depuis que son père, actuellement à la tête de l'Union africaine, a remporté une élection contestée en 2019. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été arrêté vendredi après que sa libération conditionnelle a été jugée invalide avant d'être relâché 2 heures plus tard dans le cadre d'un nouveau programme visant à réduire la surpopulation carcérale. Cette mesure a immédiatement soulevé de nouvelles questions du côté de l'opposition, notamment quant à savoir si Jacob Zuma, âgé de 81 ans, bénéficie d'un traitement de faveur. La loi doit être appliquée et elle a été en ce qui concerne l'ancien président Jacob Zuma. Le commissaire national a pris une décision et nous n'avons pas interféré avec l'application de cette dernière. Le programme de remise de peine a été autorisé par le président Cyril Ramaphosa et rendu public pour la première fois ce vendredi. Plus de 9000 détenus doivent être libérés dans le cadre de cette réforme. Si Zuma semble être le premier à en bénéficier, le ministre de la Justice a assuré que l'ancien président n'a bénéficié d'aucun privilège des autorités. Moi-même et le président ne sommes pas intervenus dans les choix du commissaire national. Nous avons permis au commissaire de demander des avis juridiques, de consulter les parties, de lire les représentations sans aucune interférence de notre part.
Ce rebondissement fait suite à 2 années de querelles juridiques concernant la peine de Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison en juillet 2021 pour outrage à magistrat. Néanmoins, après 2 mois d'incarcération, il a bénéficié d'une libération conditionnelle pour raison médicale. Eshraka Moussa tient une échoppe où elle vend du thé, boisson très populaire au Soudan. Elle a quitté Khartoum pour échapper au combat qui déchire la capitale soudanaise. Grâce à ce commerce, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille. La guerre nous a causé beaucoup de dégâts. Nous avons quitté nos maisons, nos propriétés et tout ce que nous avions. C'est une tragédie. Je suis venu ici et j'ai acheté ce chariot pour faire du thé afin de pouvoir vivre. Comme elle, plusieurs autres déplacés internes au Soudan doivent se réinventer pour survivre. Institutrice, Michelle Elia vend désormais des fines galettes au marché. J'avais de grands rêves, j'ai perdu espoir et je ne comprends plus rien. Même mon ambition d'être une grande enseignante s'est envolée et maintenant je suis ici, au marché, en train de préparer de la nourriture. Mais c'est la guerre, elle nous impose des choses. À défaut des amphithéâtres de l'université de Khartoum, où il dispensait des cours, ce maître des conférences s'est tourné vers la fabrication du savon. Les forces ont saisi nos maisons et nos salaires ont été gelés, comme les salaires de tous les fonctionnaires. Comme on dit, la souffrance favorise la créativité. L'idée de fabriquer du savon est née. Il y a une pénurie de savon sur le marché, alors que la demande reste forte. 4 mois après le début de la guerre pour la conquête du pouvoir dans leur pays, des Soudanais tentent de faire preuve de résilience grâce au système D. Le prix à payer pour espérer voir le bout du tunnel éventuel. Depuis 11 ans, le 12 août de chaque année est consacré aux éléphants à l'échelle mondiale. La réserve Adventures with Elephant à Bella Bella en Afrique du Sud a mis à profit cette journée samedi pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale, souvent en conflit foncier avec les humains. Dans plusieurs pays du continent, en effet, la cohabitation homme-éléphant est loin d'être pacifique. Je pense que tout le monde, qu'il s'agisse d'un zoo, d'une ONG, d'un établissement comme le nôtre ou d'un parc national, souhaite que la faune sauvage fasse partie de notre avenir et les éléphants en sont un élément essentiel. Si vous protégez les éléphants, vous protégez tout ce qui se trouve en dessous. Et je pense que c'est ce qui fait la joie de la journée mondiale de l'éléphant. Nous essayons de faire passer le message que les éléphants ont besoin d'une place sur cette planète. C'est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec les éléphants par le biais d'interactions uniques afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal. Le simple fait de savoir qu'un éléphant peut être si doux est incroyable parce que lorsque vous êtes dans la nature et qu'il vous entoure, vous avez peur qu'il vous attaque. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'il vous attaque, oui, il vous attaque, mais quand on voit à quel point ils sont si gentils, c'est incroyable. Je pense que c'était une expérience très éducative. Je pense que les enfants ont adoré. Ce n'est pas souvent que l'on peut toucher les éléphants et les voir de près. Je pense que c'était très agréable. L'Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, mais cette espèce animale est menacée d'extinction. Des gardes-côtes tunisiens patrouillent en Méditerranée. Le pays est devenu une plaque tournante majeure de l'immigration clandestine vers l'Europe. Près de 94 000 migrants sont arrivés depuis le début de l'année sur les côtes italiennes, selon les statistiques locales, plus du double par rapport à la même période de 2022, en provenance de Tunisie et de la Libye. Depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui, en 10 jours seulement, le secteur maritime du centre a arrêté environ 3 000 migrants, dont 90% sont subsahariens et les 10% restants sont des Tunisiens.
La Tunisie a conclu à la mi-juillet un partenariat stratégique avec l'Union européenne contre l'immigration clandestine, accord assorti d'une enveloppe de 105 millions d'euros pour ce pays nord-africain financièrement exsangue. Notre première priorité est de sauver des vies humaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu qu'au cours de ces 24 heures, nous avons mené plusieurs opérations de sauvetage. Il y a eu 3 bateaux qui sont tombés en panne, dont les passagers ont été sauvés et les opérations n'ont pas été faciles pour nous. Depuis début juillet, la Tunisie a expulsé plus de 2000 migrants africains vers des zones désertiques ou inhospitalières aux frontières avec la Libye et l'Algérie, selon un décompte de sources humanitaires.